Bonjour, dans cette seconde émission dédiée à l'Institut Bergonié, nous allons nous intéresser aux innovations thérapeutiques. Bonjour, docteur Sophie Cousin, vous êtes cancérologue spécialisée dans le cancer du poumon et nouvelles molécules. Docteur Barbara Lortal, vous êtes responsable du service pharmacie à l'Institut Bergonié. Professeur François-Xavier Mahon, vous dirigez l'Institut Bergonié toujours, depuis la première émission l'autre jour, vous êtes toujours là. Et Julien-Aymeric Simonet, vous dirigez à l'Institut le service santé numérique. Et on va le voir avec le programme Condor tout à l'heure, le numérique, l'intelligence artificielle donne une nouvelle direction, en tout cas semble donner une nouvelle direction à la prise en charge des patients. Alors, on peut avoir l'impression, quand on entre à Bergonié, comme dans les autres centres hospitaliers, on peut avoir l'impression que tout le monde travaille dans l'urgence, tout le monde a la tête dans le guidon, et que donc, on n'a pas forcément la place ou le temps pour la recherche et l'innovation. Qu'en est-il? Donc, comment ça se passe chez vous? Non, mais l'Institut Bergonié, c'est un centre de lutte contre le cancer. Donc, les centres de lutte contre le cancer, ils sont intrinsèquement engagés dans l'innovation. Parce que des structures qui traitent du cancer, on n'est pas les seuls à le faire. Mais nous, notre mission première, c'est de proposer aux patients vraiment ce que j'appelle le dernier cri, le nec plus ultra. Et pour cela, on est complètement obligé de s'engager dans l'innovation, l'innovation bien sûr thérapeutique, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. Et là, on va parler du médicament, mais il y a des innovations aussi en chirurgie, il y a des innovations aussi en radiothérapie. Mais c'est vraiment ce qui est très important, c'est qu'on soit capable effectivement de proposer l'innovation pour les patients, mais aussi pour les médecins et pour les soignants, parce que la volonté de venir à l'Institut Bergonié, c'est aussi de savoir qu'on va être capable, moi en tant que dirigeant, de proposer les outils les plus innovants pour les patients, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui fait le lien commun. C'est-à-dire que vous soyez aussi attractif vis-à-vis des professionnels que vous recrutez. Oui. Et puis l'attractivité médicale, aujourd'hui, c'est un vrai sujet quand même. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est bien sûr que la mission première, c'est pour les patients, mais le fait d'être innovant, ça permet aussi de filtrer, de faire venir un certain nombre de médecins qui sont très engagés, puisque, bon, je vous l'ai dit avant l'émission, mais on a une charte quand même particulière dans les centres, c'est qu'on ne fait pas d'activité privée à l'intérieur du centre. Donc, c'est zéro reste à charge pour les patients. Donc, tous mes médecins, ils sont salariés, ils ne font pas de consultation privée. Donc, ils ont un salaire qui est fixe, qui n'est pas un salaire extraordinaire. Mais ce qui les intéresse, c'est surtout avoir la capacité et les outils les plus innovants pour traiter le cancer. Très bien. Vous réagissez à ce qui vient d'être dit, donc sur l'attractivité des établissements. L'attractivité, c'est quand même une grosse discussion, même si la pénurie de pharmaciens est beaucoup moindre que la pénurie d'oncologues et d'autres spécialités que les radiothérapeutes. Effectivement, c'est quelque chose qui a tout son sens et qui a son écho, surtout en ce moment où le Ségur revalorise l'activité effectivement des soignants. C'est tout l'engagement de l'hôpital public, parce que quand même on est un service extrêmement public, c'est ce qu'essayait de se dire Monsieur Mahon. Donc effectivement, ça ne peut que porter résonance à ces propos. Alors, vous expérimentez, par exemple, Oncolink, l'hospitalisation en fait, en dehors des murs, pour le coup, c'est-à-dire la possibilité d'être suivi Oncolink, à l'extérieur. C'est une expérimentation qui est nationale. Donc, en fait, ce qu'on a cherché à montrer, c'est tout simplement que tout tourne autour du patient. Et effectivement, lorsque le patient se retrouve en dehors des murs, donc en dehors Bergonié, comme Sophie Cousin peut prescrire un traitement à son patient. Et qu'est-ce qui se passe en dehors? C'est vrai que jusqu'à présent, on essayait quelque chose, mais il n'y avait pas de réel projet tenu de A à Z qui soit reconnu. Donc effectivement... C'est-à-dire un suivi global. Alors, le suivi, c'est ce qu'on essayait de faire, mais il n'y avait pas de reconnaissance, en tout cas par les autorités publiques. Et l'histoire fait que, effectivement, cet article 51, c'est un système de dérogation de financement, donc que le ministère de la Santé a porté, et qui permet effectivement de valoriser tout un chemin, tout un parcours patient dans les murs et hors les murs pour les patients. Donc le but, effectivement, c'est vraiment de centraliser et de faire que le patient soit tout en sécurité, autant à l'hôpital qu'à l'extérieur de l'hôpital, tout en assurant un suivi. Donc effectivement, c'est pour tous les patients qui puissent être traités par anticancéreux ou
autre chimiothérapie par voie orale. Et c'est ouvert dans plein de centres autres en France. Donc ça, c'est super parce qu'on n'a pas ce sentiment d'être seul et de chacun faire quelque chose finalement qui n'aboutira jamais. Est-ce que c'est souvent comme ça? C'est-à-dire vous avancez souvent, on va parler après du programme Condor qui est aussi là, un consortium, mais est-ce que c'est souvent une dynamique qui doit être portée par plusieurs établissements, avoir confronté les points de vue? Est-ce que c'est vraiment pour vous Une dynamique nationale, mais ça s'y prête particulièrement à l'Institut parce que la prise en charge des patients atteints de cancer, aujourd'hui, elle est extrêmement ambulatoire. Les patients qui rentrent chez nous, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Donc, ils sont traités pratiquement à la journée, que ce soit la chirurgie, ou que ce soit la radiothérapie, que ce soit la chimiothérapie, ou plutôt les traitements médicaux. On va en parler. Mais quand on traite nos patients, on est quand même responsable de nos patients. Donc, on est responsable des patients qu'il y a dans les murs, mais aussi on est responsable des patients qui sont en dehors des murs. Et ce projet-là dont parlait Barbara, ça illustre très très bien cette notion de tour de contrôle que nous avons, ce rôle de tour de contrôle sur les patients atteints de cancer qui sont livrés à eux-mêmes chez eux avec ces traitements innovants. Et donc là, l'idée, ça marche comment? C'est-à-dire vous prescrivez, par exemple, docteur, et puis après, il y a un relais en ville, c'est-à-dire pharmacie, infirmière potentiellement, Alors, et puis il y a une application aussi. Alors effectivement, il y a plusieurs choses qui vont contribuer à faire que ce parcours soit structuré. Donc effectivement, la première des choses, c'est que le patient voit l'oncologue. Et l'oncologue, effectivement, il a de plus en plus sollicité, justement parce qu'on raisonne sur l'attractivité dans les centres. Donc effectivement, il se pose une consultation avec une infirmière de coordination et un pharmacien hospitalier. Et l'infirmière de coordination et le pharmacien hospitalier s'occupent de voir avec le patient tous les traitements qu'ils prennent, de chercher des interactions, de donner les bons conseils pour les traitements, de discuter des effets secondaires, des questions des effets de prise, de pourquoi il est important de faire les bilans à tel et tel moment précisément. Et après, on va contacter le personnel de ville. Alors, à ce jour, l'expérimentation est basée uniquement sur le médecin traitant et le pharmacien d'officine. Effectivement, quand il y a une ADE, bien évidemment qu'on la met au cœur du système, mais pour l'instant, c'est vraiment un système basé sur le binôme médecin-pharmacien. Et après, on attend que la partie ville, donc en l'occurrence, c'est les pharmaciens qui sont très impliqués, les pharmaciens d'officine, nous remontent tous les mois un compte-rendu sur le patient. Chose qui n'était pas, effectivement. Sophie pouvait prescrire pour 3 mois ou sur 6 mois. Et effectivement, on n'avait pas forcément un retour si ce n'était le patient qui appelait de lui-même quand il avait un problème. Donc là, le pharmacien peut nous dire, moi, tout est OK, tout va bien, le patient a bien pris les traitements, le bonjour, comme ça je suis sûre qu'il a pris ce qu'il fallait. Docteur Cousin, comment est-ce que tout le monde peut, tous les patients pourraient, tous ceux qui peuvent en tout cas bénéficier d'une thérapie orale, pourraient bénéficier de ce dispositif-là? Oui, alors ce n'est pas qu'ils pourraient bénéficier, c'est qu'ils doivent bénéficier parce que ça permet un meilleur suivi, notamment en ville, d'éventuels effets secondaires, donc de désagréments liés au traitement. Et donc, ça les fait se sentir beaucoup moins isolés dans la maladie et dans le suivi thérapeutique, avec l'impression qu'ils puissent référer une problématique en dehors d'un rendez-vous prévu de consultation. Donc, techniquement... Responsables aussi. Pardon ? Ça les rend aussi responsables différemment, en tout cas de leur prise en charge, peut-être. Oui, alors il y a des patients qui n'ont pas besoin de se sentir plus responsables, qui sont directement très impliqués dans leur propre suivi. Et puis, effectivement, ça permet peut-être d'accompagner au mieux des patients qui vont être un peu plus en retrait ou qui ne vont pas oser déranger. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, parfois on peut avoir l'impression que sur le centre en lui-même, on est un peu comme une fourmilière, ça peut aller vite. Et il faut vraiment qu'ils aient l'impression d'avoir un relais en ville avec une écoute possible en cas de désagrément. Alors, on va dans un instant parler d'intelligence artificielle. Là, cette expérimentation, notamment, utilise une application du télésuivi avec les patients. Julien Aymeric-Simonet, le numérique donne-t-il une nouvelle direction à la prise en charge ? Oui, c'est vraiment important de voir le numérique comme tout ce qui concerne les outils qui vont permettre d'améliorer la qualité, la sécurité des soins, de l'expérience des patients,
et qui peut être visible directement par le patient quand il a des outils comme des outils compagnons pour le projet Oncolink, où le patient va pouvoir se sentir accompagné, il va pouvoir avoir des éléments qui lui permettent de communiquer facilement avec les équipes oncologues, hospitalières, avec les pharmaciens et avec les autres acteurs du parcours. Et puis ça permet aussi aux aidants de sentir leur aider dans une dynamique où il est sécurisé. Donc là, on a parlé de cette partie qui est, on suit un patient sous chimiothérapie orale, donc dans la phase active des traitements, mais ça peut aussi se situer en amont, où ces outils peuvent intervenir entre deux pour détecter de façon précoce une récidive qu'on pourra prendre à temps et dans les meilleures conditions. Et ça, on a des données qui sont aussi valides que des essais cliniques, puisqu'il a été démontré que, par exemple, pour détecter une récidive d'un cancer du poumon pour les patients qui ont un risque élevé d'avoir une récidive, eh bien, on peut arriver en notant j'ai un peu de fièvre, j'ai un appétit qui est un petit peu différent de la veille avec ces petits questionnaires, un peu de douleur, un peu de fatigue. Eh bien, des petits signes qui pris isolément ne sont pas très parlants. Grâce à ces outils, on va pouvoir détecter de façon précoce la rechute. Et on a pu, par exemple, dire que quand on a comparé les patients qui ont un scanner tous les X temps pour leur suivi, eh bien, on a pu avancer lorsqu'il y avait certains critères, le scanner pour faire la consultation avec l'oncologue et donc gagner 19% de chances de survie dans une année. Ce qui est donc considérable pour le soin, le traitement des patients. Et puis, il y a aussi tout ce qui est le confort et les soins de support qui permettent de mieux vivre et d'être en meilleur confort. D'accord. On va passer au programme Condor, donc qui allie médecine de précision et immunothérapie. L'Institut a remporté un appel à projet récemment et près de 10 millions d'euros. Vous montez ce programme avec d'autres établissements, encore un projet collectif avec notamment l'INSERM et des entreprises de e-santé notamment. Professeur Mahon, vers où s'envole Condor ? C'était d'or. J'ai lu que vous parliez d'arsenal thérapeutique. Ça pouvait délivrer un arsenal thérapeutique. Non. Ce programme. Alors Condor, non, c'est un programme très particulier. Condor, comme vous l'avez dit, d'abord c'est un succès parce que c'est une labellisation qui nous a été que nous avons remportée là en fin d'année dernière sur un projet qui consiste à mieux prendre en charge des patients atteints de sarcome, qui sont des maladies qui sont très sévères, et ce par le biais de l'immunothérapie. Et donc, on a été retenu pour avoir ce qu'on appelle un RHU. Il y a 17 RHU qui ont été retenus l'année dernière. Donc c'est un label d'excellence et ça permet un financement pour un projet qui met en lien à la fois l'Institut Bergonié, l'Institut Gustave Roussy et un certain nombre d'entreprises ou de boîtes de biotechnologie qui sont soit orientées vers l'intelligence artificielle, soit la découverte de nouveaux médicaments, soit une meilleure définition immunologique des tumeurs. Donc c'est un projet à plusieurs partenaires et c'est un projet tout à fait intéressant. Alors oui, l'image que vous donnez, c'est une image que j'ai déjà expliquée. Condor, ça me fait penser toujours à cet oiseau d'Amérique du Sud là, qui vole avec une grande envergure. Oui, c'est un projet assez important. Alors justement, on va écouter le docteur Cousin pour savoir comment ça fonctionne. Donc là, on parle de médecine de précision, d'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, on est plutôt sur un traitement qui booste les immunités, c'est ça ? Et comment ça fonctionne donc ? Alors, c'est effectivement l'immunothérapie. Il y a eu des avancées majeures ces dernières années à propos de l'immunothérapie. C'est un mot un petit peu large pour essayer d'expliquer qu'on essaye de faire lutter en tout cas que le système immunitaire du patient lutte lui-même contre la maladie cancéreuse, à contrario des traitements plus anciens comme la chimiothérapie qui essayait de détruire les cellules qui se divisaient rapidement, mais sans trop de spécificité. D'une manière large, on est maintenant sur un versant de médecine de précision, qui est une innovation majeure en cancérologie, où on arrive à obtenir des informations en analysant la tumeur et son environnement, et afin de proposer un traitement de plus en plus personnalisé auprès du patient, dont l'immunothérapie.
Qui peut en bénéficier de l'immunothérapie, excusez-moi? Eh ben, c'est une bonne question. On essaye que la plupart des patients de la région puissent en bénéficier à travers un programme qui s'appelle BIP. BIP, c'est un programme de profilage du cancer. C'est un programme qui a été initialement ouvert sur l'Institut Bergonié depuis plusieurs années, mais qu'on a ouvert maintenant sur des établissements et hospitaliers publics et privés, notamment la clinique Bordeaux-Nord, Tivoli, la clinique Marzet à Pau, le CH de Bayonne, où tout patient, à un moment où la maladie est avancée, peut bénéficier d'une cartographie, donc d'une analyse approfondie de son cancer pour essayer d'orienter et d'obtenir des traitements plus personnalisés, dont d'éventuelles immunothérapies, si des marqueurs de cette analyse s'y prêtent. Et donc, on essaye de faire en sorte que tout patient de la région puisse, à un moment ou à un autre, quand il est dans une phase où la maladie est avancée, puisse bénéficier d'une telle approche. Là, ça va se passer, ça peut se généraliser dans combien de temps? C'est un programme qui est déjà en cours depuis Ouais. plusieurs années, mais à l'ouverture sur les autres hôpitaux, c'est de l'ordre de l'année. Et le moyen d'obtenir les renseignements nécessaires à personnaliser le traitement, le plus innovant a été l'arrivée de la biopsie liquide. Et c'est un terme pour dire qu'à partir d'une prise de sang chez le patient, on peut détecter des petits fragments de la maladie, de l'ADN tumoral circulant, et on peut obtenir des résultats d'analyse du cancer en 3 à 4 semaines, donc dans un délai qui est absolument acceptable pour faire une proposition de traitement relativement rapide lorsque le prélèvement est probant et permet d'orienter la prise en charge. À nouveau, là, dans ce dispositif, on entend l'importance du numérique, la place du numérique, et d'ailleurs même ces entreprises. C'est assez étonnant d'avoir de faire participer des sociétés qui travaillent dans les santé, dans l'intelligence artificielle. En fait, on parle de beaucoup d'informations. Dans la médecine de précision, on va regarder des informations sur l'ADN du patient, de la tumeur, mais on peut regarder aussi sur l'ADN du patient en dehors de sa tumeur ou des patients qui n'ont pas de tumeur. Et on a des informations considérables. On peut aussi regarder, au-delà de l'ADN, comment ces informations génétiques vont s'exprimer et finalement donner tout un tas de mécanismes. Excusez-moi, juste ces données, justement, d'où proviennent-elles? C'est-à-dire, c'est chaque... Dans l'exemple que cite Sophie Cousin, l'ADN qui vient par exemple de la biopsie liquide ou donc du prélèvement, de la prise de sang, ou alors d'aller chercher un petit bout de la tumeur, si c'est une tumeur qu'on va observer directement, eh bien, il y a des équipes qui font de la biologie moléculaire et qui vont aller regarder, qui vont mettre ces parties dans des séquenceurs. Et ensuite, il y a un traitement de l'information qui est traité par des biologistes qui ont une compétence aussi en informatique pour traiter le volume très important de ces données. Et ils vont regarder, le comparer avec tout un tas de profils dits standards ou moyens pour voir justement s'il y a une anomalie, une altération. Et en repérant une altération dans le code génétique ou dans l'expression de l'ARN, puisqu'on entend parler beaucoup de l'ARN ces derniers temps, eh bien on va pouvoir se dire, tiens, le pronostic, il peut être plutôt orienté dans telle direction et peut-être qu'il est éligible à une thérapie A, B, qu'on n'aurait pas deviné s'il n'y avait pas eu ce test-là et ces méthodes de traitement de l'information pour le restituer aux oncologues et toutes les professionnels qui proposent un traitement le plus adapté aux patients. En effet, là, toutes ces données, toutes ces informations font avancer les choses tellement vite. On a l'impression que ce qui se passe en ce moment est assez révolutionnaire, en tout cas dans la prise en charge, dans la détection. Ce qui est difficile, mais c'est en même temps dans notre travail au quotidien, c'est que chaque patient génère des millions et des millions de données, que ce soit les données de génétique moléculaire, comme on vient de l'expliquer, mais aussi ne serait-ce que l'imagerie qui a fait beaucoup de progrès. Ça génère énormément de données puisque l'imagerie est numérisée. Et puis, plus récemment encore, on numérise aussi les lames de ce qu'on appelle d'anapathe, c'est-à-dire, vous savez, quand on regarde la tumeur en microscope, ouais. On la regarde au microscope avec l'œil humain, mais aujourd'hui, on fait non seulement l'œil humain, mais en plus, on numérise la lame et on la garde dans l'informatique. Et donc, ça permet de générer de nouvelles données qui sont en train d'être corrélées avec les données radiologiques et les données moléculaires. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'outils numériques puissants pour pouvoir faire ces analyses de multidonnées qui sont très importantes, qui vont probablement faire le lit des futurs algorithmes pour justement traiter encore mieux les patients vers la médecine personnalisée. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que 2 émissions sont consacrées aux innovations à l'Institut Bergonié, à voir à revoir sur sudouest.fr.